Bonjour à tous, bienvenue dans le programme En route pour ATS 2018. ATS, c'est l'AdTech Summit, le sommet internationalement connu où la fine fleur de la technologie publicitaire se retrouve. Pour ce qui est de la France, elle se retrouvera à Paris le 28 mars au Palais Brongniart. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Parola de Reworld Media. Bonjour Jérémy. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation en route pour ATS 2018. L'objectif, c'est de faire un petit flashback sur l'année 2017 et puis parler de l'avenir, parler justement de cette année qui vient sur le marché programmatique. Première chose, quelles sont les tendances que tu as décelées sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2017 ? En termes de programmatique, la tendance la plus flagrante, c'est plus de programmatique. Globalement, plus d'investissement, plus de questionnement aussi autour de la programmatique. C'est également de plus en plus de formats qui sont achetables en termes de programmatique. En tant qu'éditeur, on le voit chaque jour, des nouveaux formats apparaissent qu'on peut intégrer sur nos sites internet et qui intègrent des achats en programmatique. On a également plus de data, et ça c'est un point qui est extrêmement important. Il y a de moins en moins d'achats programmatiques globaux, on segmente au maximum. Et ensuite le dernier point, et ça c'est un point plutôt positif pour les éditeurs, c'est plus de header bidding, donc plus de compétition. Qui dit compétition dit augmentation des revenus normalement. Et en l'occurrence c'est une tendance qui est plutôt positive pour les éditeurs comme nous. Alors justement, sur le plan des opérations, tu parles de plus de techniques, de plus de formats. Est-ce que ça veut dire que le marché français est devenu plus mature ? Si on calcule la maturité au niveau des volumes d'investissement, j'ai envie de dire qu'il devient mature de jour en jour et de mois en mois. Après, d'un point de vue de la maîtrise technologique et de la maturité technologique, un certain nombre de choses montrent qu'on n'est pas encore au niveau de maturité maximale. Pour exemple, la volonté farouche des éditeurs de monter des deals de programmatique avec des volumes garantis. Et la complexité à opérer ce genre de deal et la complexité de la part des trading desks à les mettre en place montre qu'on a encore des petits progrès à faire au niveau de la maturité. Alors, tu as évoqué une plus grande volonté des éditeurs à opérer des deals ID programmatiques en direct, plus de formats, plus de choses en tout cas d'un point de vue opérationnel qui semblent apparaître. C'est vrai également du côté des annonceurs qui, eux, souhaitent de plus en plus prendre la main sur leur stratégie programmatique en direct. Qu'en penses-tu ? Alors je pense que la volonté elle est plus de leur côté que du nôtre, pour être tout à fait honnête. Continuer à vendre de gré à gré avec des CPM importants, pour un éditeur, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. La volonté est plus effectivement du côté des annonceurs. Cette volonté, à mon avis, elle est portée par deux axes majeurs. Le premier axe, c'est la volonté de gagner du temps. Quand on a un outil à disposition, c'est toujours plus rapide d'opérer cet outil de manière indépendante, en faisant une négociation une fois par an, plutôt que de passer un coup de téléphone à chaque fois qu'on a besoin de diffuser de la publicité. Et le deuxième point, c'est un gain purement économique. La réalité, il ne faut pas la perdre de vue, c'est que les achats programmatiques sont faits à des niveaux de valeur qui sont inférieurs au niveau de valeur du gré à gré. Même si la data, même si la créativité permettent de réaugmenter cette valeur, on est quand même sur des CPM qui sont plutôt à la baisse au fur et à mesure que le tuyau de la programmatique commence à grossir. Cette volonté de la part des annonceurs d'opérer en programmatique, je pense qu'elle est importante. Par contre, la réalité aujourd'hui, en termes de technicité, en termes d'apprentissage et en termes de budget minimum d'investissement nécessaire pour ouvrir un siège auprès d'une DSP pour pouvoir activer de la programmatique, n'est pas forcément accessible à toutes les bourses et pas accessible à tous les annonceurs. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui se sont structurés et qui permettent encore de diffuser plus de budget programmatique, mais de les opérer techniquement pour des annonceurs qui n'ont pas encore soit le niveau de maturité, soit le niveau d'investissement nécessaire pour le faire eux-mêmes de leur côté avec leurs équipes. Alors justement, tu viens de parler de plus en plus d'intermédiaires, ce qui m'amène à la prochaine question, notamment liée à la transparence et à la fraude, qui sont quand même deux gros sujets aujourd'hui sur les programmatiques. D'après toi, quelles sont les solutions pour pouvoir bien affronter ces deux items, j'allais dire ? En tant qu'éditeur, notamment de marques qui sont des marques connues, type Automoto, Marie-France Maison et Travaux, des marques qui sont quand même plutôt premium, on est plutôt bien placé pour parler de cadre de diffusion, pour la simple et bonne raison que
nos marques par essence sont premium. Donc le cadre de diffusion, quand on travaille avec des éditeurs comme nous, quand on travaille avec des alliances publicitaires comme celles qui ont émergé sur le marché français cette année, c'est qu'on contrôle plutôt bien le cadre publicitaire. Après, au niveau de la transparence, et ça c'est un point qui est excessivement important, notamment dans la logique du cadre de diffusion, mais également sur la qualité de ce que l'annonceur achète par le biais programmatique, il y a quand même un certain nombre de réponses structurantes sur le marché entre les fichiers ads.txt ou des problématiques qui sont plus des réponses réellement techniques. On se retrouve dans un contexte où, globalement, le pas du côté des diffuseurs commence à être assez important. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, sur les mêmes règles. On a les éditeurs qui ont un cadre de diffusion plutôt premium avec un niveau de transparence qui augmente de mois en mois. Et de l'autre côté, on a des GAFA qui jouent un tout petit peu moins le jeu, même si on va pas non plus taper dessus en permanence. Leur cadre de diffusion est pas 100% pourri ou 100% fantastique. À un moment donné, il y a quand même un juste milieu. C'est la réalité pour les médias, c'est aussi la réalité pour les GAFA. Alors justement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on voit de plus en plus de deal ID dans l'écosystème programmatique. Selon toi, pourquoi ? Bon, on en revient quand même à la facilité d'investissement, c'est-à-dire que globalement, entre payer des personnes au service marketing, communication pour appeler régulièrement des médias ou des plateformes de diffusion de publicité et faire des négociations one-shot pour chacun des plans et faire une négociation à l'année et setuper une ou deux négociations à l'année, setuper des deal ID et les opérer avec une plateforme en termes de gain de temps, c'est quand même assez redoutable. Et il y a aussi un côté derrière le deal ID qui est positif pour les annonceurs, un peu moins pour les marques. C'est globalement, j'ouvre mon deal ID et j'enchéris sur mon deal ID. Si ça marche, je consomme du volume. Si ça marche pas, je suis derrière mon ordinateur et je coupe mes volumes. C'est toujours plus facile que d'appeler en s'expliquant pourquoi on a arrêté une campagne. Donc à un moment donné, ce côté anonyme du web, alors on n'est pas dans l'anonymat, il existe aussi d'un point de vue de l'investissement publicitaire. Maintenant, il y a peut-être un juste milieu qu'on a un peu du mal à opérer côté annonceur et côté média, qui est le deal ID avec volume garanti, qui là pour le coup serait une vraie réponse à l'arrêt ou à la diminution forte du gré à gré, qui nécessite, à mon avis, encore quelques mois pour être mise en place définitivement et opérationnelle. Merci Jérémy. Merci Michel.